Salut tout le monde, aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, je reçois Geneviève Mahin en interview. Geneviève, elle est psychothérapeute et nutrithérapeute et elle a écrit un livre très récemment, en mai 2020, Mon assiette et moi, aux éditions Racine. Et on va parler alimentation, émotion, culpabilisation, famille, éducation, bref, tous ces sujets en fait qui vont nous permettre, ou pas, de savoir si on est en paix ou pas avec son assiette. Bonjour Geneviève. Salut Lucille. Merci d'être ici. Merci de m'avoir invitée. Alors Geneviève, pourquoi est-ce que tu as écrit toi un livre pour faire la paix avec son alimentation? Je pense que ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire un bouquin. Ça vient de mon histoire. J'ai eu une histoire qui a été vraiment très compliquée avec l'alimentation pendant des années. Et j'ai beaucoup bossé sur moi, j'ai beaucoup bossé en thérapie, en nutrithérapie. Et une fois que je suis sortie de l'enfer de la culpabilité, comme tu viens de le nommer, j'ai eu envie de mettre mon chemin au service des femmes qui étaient un peu dans la même galère que moi. Et donc, j'ai eu envie d'écrire un livre pour donner un maximum d'outils et de ressources à toutes les femmes qui avaient envie d'apaiser leur relation à l'alimentation. Parce qu'en fait, tu racontes d'ailleurs au début de ton livre, et c'est ça qui fait d'ailleurs qu'on a envie tout de suite d'y adhérer et de comprendre ce que tu nous dis et de te faire confiance, c'est que toi, tu t'identifiais comme une gloutonne, c'est ça, depuis petite. Et du coup, comment est-ce que tu as fait la paix, toi, avec ton alimentation? Comment est-ce que tu y es arrivée? Alors, ça ne s'est pas fait d'un claquement de doigts, c'est clair, ça a pris du temps. Je pense qu'au départ, je ne me rendais pas vraiment compte. Je mettais ça, je ne me sentais pas bien dans ma peau, je savais que je mangeais de façon un petit peu gourmande, je me relevais la nuit et j'avais plutôt... Tu te relevais la nuit pour manger? Je me relevais la nuit pour manger du sucre, pour manger des biscuits et j'avais honte de ça, mais je ne comprenais pas en fait que je n'étais pas coupable. J'avais honte et donc je n'osais en parler à personne. C'était un truc qui était vraiment caché et ça a évidemment abîmé ma confiance en moi, ça a abîmé l'image que j'avais de moi-même. Et je n'ai pas tout de suite fait le lien en fait entre ma relation à l'alimentation et l'état dans lequel je vivais ma vie, l'état dans lequel je me sentais. Et c'est progressivement en faisant un travail sur moi, avec une thérapeute, puis aussi au départ en tout cas avec des nutritionnistes, que j'ai pris conscience que, ok, il y avait peut-être quelque chose qui était lié à ça. Et du coup, ouais, je me suis dit, cette relation à l'alimentation, elle peut être travaillée, je ne suis pas coupable. Et donc, j'ai commencé à évoluer dans cette direction-là. Mais je n'ai pas trouvé tout de suite tous les outils. C'est vraiment un travail dans différentes directions qui m'a permis, moi, de relier, de regrouper ces différentes approches et d'en faire aujourd'hui l'approche que j'appelle celle des 3 colimaçons. Les 3 colimaçons. Oui. C'est quoi? Alors, les 3 colimaçons, c'est vraiment la base de mon livre et puis de mes programmes, de ce que je propose. C'est le corps et l'assiette, les émotions et les comportements alimentaires, les conditionnements. Et un colimaçon, c'est un... Alors, je prends ce symbole du colimaçon parce que pour moi, c'est une transformation continue qui prend les femmes là où elles sont pour les emmener là où elles ont envie d'aller. Et donc, il n'y a pas de étape 1, étape 2, étape 3, parce que chaque femme est différente, chaque histoire est différente. Et donc, pour moi, c'est vraiment important que chacune puisse trouver dans ce que je propose ce qui lui convient. Et c'est pas, je ne détiens pas leur solution, elles la détiennent évidemment. Et mon objectif, ma mission, c'est vraiment de les aider à trouver leur voie dans l'alimentation et les émotions. Parce que c'est vrai qu'entre ce qu'on nous dit, il faut avoir un IMC comme ci, comme ça, les images qu'on voit des femmes successful, mais aussi cette tendance du body positive, en fait, on n'est jamais en paix. Et en fait, ma question, c'est est-ce que, à la fin de cette interview peut-être, je ne sais pas, mais est-ce que c'est possible vraiment d'être totalement apaisé avec son alimentation? Oui, oui, complètement. Et je dois bien t'avouer que c'est vraiment un chemin qui m'a permis aujourd'hui de dire oui, je sais d'où je viens. J'ai eu des crises de boulimie, j'ai été dans des étapes d'anorexie, j'ai vraiment galéré avec mon assiette. Et aujourd'hui, je me sens apaisée avec mon assiette. Ça ne veut pas dire pour autant que je fais toujours bien, tout comme il faut, pas du tout. Il y a parfois, je ne vais pas dans la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, donc je vais avoir des comportements qui ne vont pas dans la direction d'une santé ou de prendre soin de moi ou de prendre soin de mon corps. Et ça fait partie de la vie. Et c'est important pour moi que chaque femme prenne conscience que
faire la paix avec son alimentation, c'est pas ne plus y penser, Ouais. c'est pas ne C'est pas plus être craquer parfait. sur un truc. Non, pas du tout. Et la perfection, d'ailleurs, ça n'existe pas, ni en alimentation, ni ailleurs. Ouais. Donc ça m'arrive, oui, de manger un paquet de chips et je me dis, oh mince! Ah, oui, mais à la place d'un repas, c'est là où... Et ça m'arrive de pouvoir manger des trucs que je ne devrais pas manger, et c'est OK. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel on revient souvent, et les filles qui me suivent sourient beaucoup avec ça. Je dis souvent, c'est OK, et c'est important pour moi. Ok. On va juste revenir un peu en arrière, parce que, bon, bien sûr, l'alimentation a un rôle nutritif, donc nous maintenir en vie, en homéostasie, mais c'est surtout un régulateur d'émotions. Quand on est stressé, en colère, triste, on sait que beaucoup de gens vont aller vers l'alimentation pour remplir un vide ou un problème finalement plus mental. Et en fait, comment est-ce que c'est arrivé ça? Comment est-ce que l'alimentation est finalement devenue un peu un doudou, un réconfort? Alors là, c'est une question gigantesque parce que c'est presque l'entièreté de mon bouquin, donc je vais essayer de résumer. Je crois qu'on confond très souvent l'alimentation émotionnelle et l'alimentation obsessionnelle. À partir du moment où on mange un morceau de chocolat parce qu'on est un peu stressé, un peu fatigué, un peu triste, et que ça nous apporte du plaisir, c'est OK. À un moment donné, le désir va s'en aller parce que le plaisir est atteint. Le problème, c'est quand on vient mettre du contrôle là-dessus ou de la culpabilité. Et donc, du coup, on n'atteint pas ce plaisir et donc ça tourne en boucle et on va manger de plus en plus et on rentre dans le cercle vicieux des régimes craquage. Alors, bien entendu, l'histoire peut commencer bien avant et peut commencer dans l'enfance quand il y a eu des bugs. Alors, c'est difficile de mettre des mots très précis parce que c'est différent pour chacune, mais quand il y a eu des bugs, quand il y a eu des réalités qui ont été vécues comme trauma et qui n'ont pas pu être accompagnées, mais ça peut être quelque chose de très anodin. C'est pas, tout le monde n'a pas vécu des grandes violences, ça peut être vraiment tout petit. Et que l'enfant qu'on était n'a pas pu être accueilli avec tout ce qu'il vivait à ce moment-là, ça peut en effet être le début d'une déferlante de prise alimentaire complètement inadéquate. Et souvent aujourd'hui, on entend en effet des femmes moi j'entends beaucoup de femmes qui me disent je mange parce que j'ai besoin de combler un vide. Très souvent, elles sont déconnectées. Tout à fait. Elles sont déconnectées de leurs envies, de leurs besoins, parce qu'on leur a appris à faire plaisir aux autres, à être dans la perfection au boulot, d'être dans plein de choses. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, là, on a en effet quelque chose qui vient poser problème, parce que ce n'est plus de l'alimentation émotionnelle. Ça prend le rôle, en effet, de pansement, ou bien pour vraiment venir combler un vide. Donc, soit ça apaise une souffrance, soit ça comble un vide. Et là, on entre dans quelque chose de plus obsessionnel. Mais alors justement, comment est-ce qu'on sait si c'est OK ou pas en fait? C'est ça la différence. C'est comment est-ce qu'on sait si on est dans l'alimentation émotionnelle ou compulsive? Quand est-ce qu'on doit consulter finalement un psychologue, psychanalyste, je ne sais pas? Alors, ça dépend un petit peu de comment on va le vivre à l'intérieur et des émotions, des sentiments, des sensations que ça va engendrer. C'est-à-dire que je mange un morceau de chocolat, je suis tranquille dans mon fauteuil, j'ai un bon bouquin où je parle avec quelqu'un, c'est chouette, je prends du plaisir à manger et je suis heureuse après et tout s'arrête, je ne pense plus à la nourriture. C'est autre chose, j'ai eu une journée de merde et ça peut m'arriver de sauter sur un truc et je sens bien que je ne mange pas avec plaisir. Je sens que je mange parce qu'il y a quelque chose qui me pousse derrière, une sorte d'énervement, d'agacement, et je vais manger ça, je sens que ce n'est pas agréable. Et là, ça pourrait poser problème si je n'avais pas fait le travail que j'ai fait jusqu'à présent, parce qu'alors il y a de la culpabilité. Mais si je mange cette tablette de chocolat, allons même jusque-là, je mange cette tablette de chocolat, il n'y a pas de plaisir. Mais je me dis, OK, c'est pas super ce que tu as fait, t'as pas vraiment eu de plaisir à faire ça, et tu n'es pas satisfaite, mais c'est pas grave. Alors ça s'arrête. Mais très souvent, ce qui se passe pour les femmes, c'est qu'elles se disent « Oh, mais j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai honte de moi, j'aurais dû me contrôler, je suis nulle, etc. » Ça, je suis nulle, je l'entends tellement. Je suis nulle, je me trouve nulle, je me sens nulle. Oui. Et c'est là que c'est pas OK. C'est là que c'est pas OK, c'est très triste. C'est là qu'il faut faire le travail. C'est là qu'en tout cas, il faut se poser la question. C'est ça, c'est à cet endroit-là qu'il est important de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui est touché en moi? C'est beaucoup plus profond alors. OK, donc par exemple, mon mari rentre du taf, je sens qu'il est énervé, je le vois, il va direct, il ouvre le placard, le plus haut, mais comme il est très grand, le placard des chips, il y va, il enfourne le paquet, c'est OK. Ça serait pas OK s'il était après dans la culpabilité à me dire « Mais ma chérie, qu'est-ce que j'ai fait ?»
Ben, disons, c'est OK, c'est pas OK, ça dépend de Qu'est-ce que je chacun. lui dis? Ça dépend. Rien, Rien. tais-toi, tais-toi. Ok. Je me tais. Merde, généralement, je dis, mais non, pas les chiffres, j'ai fait un dîner. Donc, faut pas que je dise ça. Évidemment, ça dépend de chacun. Et je pense que ce genre de situation n'intervient pas out of nowhere. C'est dans un processus. Alors, si ça se passe une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Le problème, c'est quand c'est répétitif et qu'il y a un sentiment qui entraîne un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi et pire, un manque d'amour de soi. Et ça, c'est triste. Ok. Après, c'est aussi très difficile de faire la différence entre c'est ok de voilà, prendre la tablette de chocolat et tout ça, mais en même temps, on nous dit tout le temps il ne faut pas grignoter, c'est pas bien, c'est le grignotage qui est le facteur de prise de poids, de mauvaise santé. Voilà, il faut. Et en même temps, on nous dit qu'il ne faut pas lutter. Tu vois, donc en fait, on est tout le temps dans je ne sais plus où est-ce que j'en suis, quoi. Alors, je pense que la première notion que j'ai envie d'aborder ici, c'est la notion de plaisir. L'alimentation, elle est là pour nous maintenir en vie, certes, mais aussi pour nous apporter du plaisir. Et donc, à partir du moment où on se dit je peux pas, je dois pas, on est avec notre cortex, on n'est plus du tout dans la structure limbique des émotions et encore moins dans la structure reptilienne du j'ai faim, je mange. Parce que pour certaines femmes, ça va jusque-là. En fait, elles ne s'autorisent même pas à manger en fonction de leurs besoins. Et ça, pour moi, là, on entre dans une catégorie où vraiment c'est important de... Leurs besoins, mais en sens envie, quoi. Pas de leurs besoins nutritionnels, leurs besoins... Mais si, parfois, ça va jusque-là, en fait. Il y a certaines femmes, et c'est ça le problème, c'est que les régimes aujourd'hui, enfin, ou en tout cas dans les dernières années, proposent des rations caloriques. Alors, j'aime pas trop parler de calories, j'en parle très très peu dans mon livre, mais proposent des rations caloriques qui sont, mais juste insoutenables, invivables. Enfin, il y a certains régimes, et on va pas les citer ici, mais qui sont hors du rationnel, même pour être en bonne santé. Oui, tout à fait. Il y a des régimes qui ne proposent que des protéines, ou que des glucides, ou que des graisses, mais on ne peut pas être en bonne santé avec une alimentation aussi restrictive. Et donc, il y a certaines femmes qui vont en deçà de leurs besoins et nutritionnels et caloriques, et donc ça pose des problèmes sur le long terme, c'est évident. Mais en termes de plaisir, c'est aussi difficile parce que parfois on se dit « Ah, mais ça me fait plaisir de manger un truc », par exemple, je sais pas, la grosse barre chocolatée bien industrielle. Est-ce que c'est normal d'y trouver du plaisir alors qu'on sait que c'est pas vraiment génial? Tu vois, il y a aussi on ne sait plus vraiment parce qu'on sait que les industriels travaillent énormément cette sensation de plaisir qui est faussée. Par exemple, des textures en bouche qui n'existent pas naturellement, tu vois, dans la vraie cuisson d'aliments de base. Tu vois, donc est-ce que c'est normal de ressentir du plaisir quand on mange ou on ouvre un paquet de gâteaux hyper indus? Oui, bien sûr, c'est normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du vrai plaisir et du faux plaisir. Okay. Après, il y a l'origine du plaisir. Ok, on peut se dire, d'accord, dans cet aliment-là, il y a plein d'ingrédients qui vont aller dans le sens de ma santé, et dans cet aliment-là, pas du tout. Mais le plaisir, il n'est pas vrai ou faux. Il est les sensations que l'on a, et ça rejoint les différentes sortes de faim. Si par exemple, je passe dans la rue et que je sens une odeur de vanille, je n'ai pas spécialement faim, mais je vais peut-être avoir envie de manger parce que ça accentue, ça réveille la faim du nez. Alors, il y a 9 sortes de faim selon Jane Chosenbase. Et la faim du cœur, évidemment, c'est une des faims que l'on va essayer le plus souvent ou en tout cas que l'on va, vers laquelle on va être le plus tenté d'aller. C'est comment je prends soin des émotions. Quand tu parles de bars industriels, moi je me rappelle quand j'étais gamine, j'adorais ces bars. On peut les citer? Allez, faisons-nous plaisir. Ça dépend lesquels t'aimais, toi. Mars, Snickers et Twix. Oh, moi, c'était les Sundays. On n'avait pas ça chez nous. Mais c'est pas possible, c'était trop bon, ça. et les lions chez nous aussi. Ah ouais, les lions. Et encore aujourd'hui, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, d'acheter un lion sur une station d'autoroute et de me le manger. Mais le plaisir, il était là. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans les ingrédients. Okay. Alors, il est clair que quand je fais mes achats, si je n'achète pas légumes, viande, poisson, légumineuses, enfin tout ce qui est brut, si je vais vers quelque chose qui est transformé, évidemment, je vais regarder les ingrédients. Parce que c'est important, si c'est un ingrédient que je mange tous les jours ou toutes les semaines, qu'il soit propre. Pour moi, c'est vraiment important. Par contre, c'est vrai que si c'est juste un plaisir comme ça, non, je m'en fiche, quoi. D'accord. Mais alors là, je vais t'arrêter tout de suite parce que je sens que les gens, en regardant cette vidéo, ils se disent « Attends, moi, si je mange selon mon bon plaisir, je prends 20 kilos. » Ok. Tu vois, et ça, tu l'as quand même en interrogation, en tout cas. Alors là, j'ai envie d'entrer dans autre chose qui est l'alimentation consciente et puis la connexion entre nos envies, nos sensations
le plaisir de manger et ce qui se passe après. Moi, je sais que si je mange une barre chocolatée une fois, il ne va pas se passer grand-chose, mais si je la mange plusieurs fois, je vais quand même commencer à me sentir pas très bien dans mon corps. Et là, je fais la différence aussi entre le plaisir immédiat et le plaisir à long terme. Je sais que j'ai envie d'être en bonne santé. Je sais que pour moi, c'est important de prendre soin de mon corps parce que j'estime que c'est un temple, que je n'en ai qu'un et j'ai vraiment envie de l'honorer et de lui permettre de m'aider à faire tout ce dont j'ai envie et tout ce dont j'ai besoin. Et je sais très bien que si je bois de l'alcool, je mange du gras cuit, je mange du sucre raffiné, etc., je ne vais plus avoir tout ça. Et donc pour moi, c'est vrai que c'est vraiment dans la balance. Qu'est-ce que je veux maintenant et quel est mon objectif à long terme? Et bien sûr, il y a certains moments où je me dis « Oh, je mangerais bien ça », mais je sais ce que ça va me faire après. Et je me dis bah, « Non, je ne le fais pas ». Mais c'est un choix. Ce n'est pas… C'est ça la grande différence. Voilà, c'est le choix et le contrôle. C'est le choix ou le contrôle. Le « il faut »,« je dois »,« je ne peux pas ». Ça donne à ton cerveau le message de « mais je vais me le faire ». De résistance. Mais bien sûr. Okay. Le cerveau ne veut pas aller vers ce qui lui cause du pas bon, du pas gai, du pas agréable. Il veut pas… C'est bien, on aime le mot gay. C'est gay. Voilà, on aime la Belgique. Il aime pas aller vers là. Donc du coup, bah, il va te pousser à tout le temps y penser. Et puis il faut savoir, et ça c'est un tout petit peu plus dans les neuromédiateurs, que si tu as du désir pour quelque chose, tu as de la dopamine qui est produite. Si tu manges ce quelque chose et que tu as du plaisir, la dopamine s'arrête. Sauf que si tu n'as pas de plaisir parce qu'en fait tu as mis trop de contrôle dans le processus, bah, la dopamine elle continue de tourner. Et la dopamine c'est aussi… un régulateur. Oui, mais c'est aussi le neuromédiateur de l'attention. Et donc, ça va faire en sorte que tu vas y penser en permanence. Dis-toi que tu ne peux pas manger un morceau de chocolat. Je t'assure que d'ici à ce soir, tu l'auras mangé. Mais pas avec le plaisir de le manger, mais simplement avec l'obsession. Je veux me le faire. Et c'est ça le problème, en fait. D'accord. Donc, en fait, c'est quand même pas simple de trouver ce plaisir et ce contrôle. Alors, plutôt contrôle, je dirais plutôt attention. Ouais. Il y a du plaisir et puis il y a de l'attention aussi. C'est porter son attention sur ses sensations, sur ses émotions, sur ce qui se passe. La conscience, l'attention. Exact. Ouais. Ok. J'ai bien aimé quand tu as parlé de honorer. J'ai mon corps, j'ai envie de l'honorer. Je trouve que c'est un très joli mot, une très belle valeur finalement. Je la garde. Je la repiquerai plus tard. Du coup, en fait, c'est ça, finalement, ce dont on parlait, c'était finalement de l'espèce d'obsession, c'est la restriction cognitive. C'est de ça dont on parle. C'est-à-dire que le côté, je contrôle en permanence ce que je mange et en fait, au bout d'un moment, j'arrive en cercle continu de pensée. Juste parce que sur ton blog, sur ton site, tu as pas mal de témoignages qui sont assez poignants. Je voudrais juste qu'on prenne le temps d'en lire un. Parce que je pense que ça va pas mal vous parler. Donc, on a modifié le prénom, c'est Ilana. Donc, Ilana qui est dans sa trentaine, elle a 2 enfants, un poste salarié à plein temps. Physiquement, elle est assez fine, mais au prix de beaucoup d'efforts. C'est ses mots. Elle a toujours été mince. Il est impensable pour elle qu'il en soit autrement. Ça lui est arrivé une fois de prendre du poids quand elle avait 17 ans après des vacances. Elle était revenue avec 3 kilos en plus. Et elle avait tout de suite fait ce qu'il fallait pour perdre ses kilos rapidement. Depuis, elle ne cesse de jongler entre des phases de régime, des phases de craquage. Tantôt, elle se jette sur n'importe quelle nourriture qui lui passe sous la main. Tantôt, elle arrête de manger pendant des jours. Elle se sent épuisée et elle ne sait plus quoi faire. Là, on est dans une alimentation contrôle, restriction. Oui, totalement. Et bien entendu, l'alimentation contrôle et l'alimentation pansement peuvent se chevaucher, peuvent être là l'une et l'autre par alternance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une alimentation pansement, c'est-à-dire que l'on va utiliser la nourriture pour apaiser quelque chose qui fait mal à l'intérieur ou pour combler un vide, il est clair qu'à un moment donné, si on n'a pas de comportement compensateur, quel qu'il soit sain ou pas, on va prendre du poids. Et là, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, pour une femme, prendre du poids, c'est très souvent compliqué. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se vivre bien pour certaines femmes, mais la plupart du temps, c'est compliqué parce qu'on a énormément de pression. Et alors, donc là, je termine juste, et donc là, on tombe alors dans l'alimentation contrôle. Donc on peut démarrer d'une alimentation pansement et basculer dans l'alimentation contrôle. Et alors évidemment, c'est un cercle vicieux puisque le contrôle entraîne de la souffrance. Du coup, on va prendre du poids et on va manger. Et alors, comment est-ce qu'on en sort? Est-ce que déjà on peut en sortir tout seul? Et comment est-ce qu'on en sort, mais en étant rassuré
que c'est pas ça qui va nous faire prendre du poids, tu vois, parce qu'il y a aussi cette peur, je pense, de s'en sortir, mais du coup de plus ressembler à l'image dont on s'est fait de soi. Alors, je pense qu'il y a plusieurs questions dans ce que tu me proposes ici. La première chose, c'est est-ce qu'on peut en sortir seul? Je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer. C'est possible. Moi, je ne connais pas de femmes qui sont sorties seules de cette situation, mais je ne connais pas tout le monde. Donc là, à la fin de cette vidéo, il y a 150 000 demandes de consultation en psychonutrition. On avisera alors à la fin de la vidéo, mais seule, je ne pense pas. Après, il y a plusieurs approches. Il y a plusieurs approches qui peuvent convenir à différentes personnes. C'est pas, je pense qu'il y a des personnes qui vont aller du côté de l'hypnose, qui vont aller du côté de l'activité, peut-être quelque chose de l'ordre de la sophrologie, du calme, de la méditation, de l'alimentation consciente. Enfin, il y a plein de possibilités. Okay. Donc seule, je ne suis pas certaine. Ensuite, la deuxième partie de ta question? C'était donc, est-ce qu'on peut s'en sortir seul, mais surtout en étant rassuré qu'on voilà. ne change pas le corps dans lequel on est, et peut-être qu'on est bien, ou en tout cas dans lequel on s'est habitué d'être? Alors, de nouveau, oui, parce qu'en fait, c'est ça. Je ne vais pas mentir et je ne vais pas aller contre la science. Le poids d'équilibre, c'est quelque chose qui peut bouger de façon naturelle et automatique, un peu plus vers le haut, un peu plus vers le bas. Et ça, c'est tout à fait, comment est-ce que je peux dire, physiologique, ou en tout cas, c'est dans le fonctionnement sain du corps humain. Une fois que l'on descend très fort en dessous ou que l'on monte très fort au-dessus, on commence à bypasser les mécanismes de régulation automatique qui se trouvent dans le cerveau. Et là, à moins d'être tout le temps dans l'effort, on ne va pas pouvoir systématiquement garder ce poids. C'est-à-dire que si tu descends trop fort, si tu descends trop bas, il y a un pourcentage ou quelque chose que tu peux donner? Je n'ai pas les données ici, ouais. je ne saurais pas te dire. Okay. Je n'ai pas les données là comme ça. Mais si tu descends trop, tout ton corps va faire en sorte que tu remontes par plein de mécanismes. On ne va pas parler maintenant, mais ça ne va pas être possible de rester. Alors, tu peux décider, si tu es à un poids trop élevé, de vouloir redescendre. Mais si tu es passé trop longtemps au-dessus de ton poids d'équilibre... C'est devenu ton nouveau poids d'équilibre. C'est ça. Alors... Et ça, oui, on doit faire le deuil à un moment donné. Okay. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde à n'importe quel moment, mais il y a des femmes qui, à un certain moment, doivent se poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à être malheureuse toute ma vie, à me détester, à craquer, à m'en vouloir, etc., etc. Ou est-ce qu'à un moment donné, je prends ce poids et je vais travailler avec ce poids et ça va devenir une nouvelle norme. Un nouveau bonheur. Oui, ou en tout cas, on va faire avec. Bien-être, ouais. C'est vraiment un sujet vraiment très, très difficile, j'imagine, à aborder. Même moi, ça me donne les larmes aux yeux parce que j'ai beaucoup de messages là-dessus. Ça me touche parfois des messages très forts. Et ça, je pense que c'est quand même une des clés. Oui, et en même temps, je voudrais rajouter juste une petite précision, c'est que très souvent, la femme pense que c'est son poids qui fait son bonheur. Tout à fait. Et tant qu'on ne sort pas de ça, et j'en ai des frissons, tant qu'on ne sort pas de cette croyance... il va y avoir des messages comme ceux que tu évoques qui sont détestation de son corps. Ouais. On va parler, on commence à rentrer dans le lourd, hein. On va parler de la sphère familiale. Et parce que tu parles beaucoup dans ton livre du système familial interne. Je sais que tu es en train de te former aussi un peu plus. Système familial intérieur. Intérieur, pardon. Système familial intérieur. Donc, tu parles beaucoup de la sphère familiale et du fait que les parents jouent un rôle quand même sur notre alimentation future. Et alors moi, du coup, cette partie-là a été difficile à lire pour moi parce que déjà, je me sens concernée par rapport à l'enfance que j'ai eue, mais aussi parce que j'ai 2 enfants qui sont jeunes, 6 ans et 10 ans, et j'ai envie de bien faire. J'ai envie, tu vois, de bien les éduquer au niveau alimentaire, et du coup, j'ai l'impression de tout faire mal. Donc, en gros, je suis maman, je suis parent, un parent qui nous regarde. Voilà. Comment est-ce qu'on fait bien l'éducation de son enfant pour qu'il n'ait plus... jamais dans sa vie plus tard, l'alimentation contrôle, pansement. Waouh, ça c'est une question. Alors, je voudrais d'abord faire une précision. Il ne reste que 5 minutes. Je voudrais faire une précision, c'est que le système familial intérieur, c'est tout à fait différent de la sphère familiale. Donc le système familial intérieur, c'est une notion qui a été nommée par Richard Schwartz, qui est un psychothérapeute américain, qui a d'ailleurs travaillé avec
avec des personnes boulimiques. Et le système familial intérieur, c'est vraiment toutes ces petites parties de nous qui se trouvent à l'intérieur de nous et qui nous poussent à avoir tel ou tel comportement, à être dans telle ou telle demande, émotion, etc. La sphère familiale, c'est encore autre chose. Là, on va plutôt parler du scénario originel. Et le scénario originel, c'est tout ce que l'on a vécu en tant qu'enfant entre ses 0 et 6 ans. En grosso modo. Too late, damn it. Donc, c'est généralement entre 0 et 6 ans. Alors, attends, no panique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire après 6 ans? No panique. Donc, entre 0 et 6 ans, c'est vrai qu'on va inconsciemment prendre énormément de nos parents, mais aussi de toutes les personnes qui sont autour de nous, de la société, de l'environnement dans lequel on arrive, le climat social, financier, intellectuel, etc. Et donc, tout ça, ça se marque de façon inconsciente parce que le cerveau du petit n'est pas encore totalement créé. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent? Simplement être à l'écoute et de soi et de ses enfants. Il n'y a pas de baguette magique. Quand tu dis tout à l'heure, quand tu as dit juste avant, comment faire pour que plus jamais, mais en fait, il n'y a pas de plus jamais. Okay. Donc, vraiment, tu peux relâcher, vraiment tranquille. Okay. Je pense que de toute façon, tous les parents font ce qu'ils peuvent, du mieux qu'ils peuvent, avec leur niveau de conscience au moment où ils sont parents. Et bien entendu, quand on est parent très très jeune, il y a parfois des conceptions, des émotions qu'on n'a pas encore tout à fait intégrées. Et c'est OK, ça fait partie de la vie. C'est le processus de la vie et personne n'est parfait. Et on n'est pas parfait avant de devenir parent, et tant mieux. L'idée n'est pas de faire des jolis petits robots. Ouais. Et bien entendu, les gamins vont faire leur expérience et vont avoir aussi, au fur et à mesure de leur vie et de leur éducation, de leur évolution, ils vont faire leur choix, ils vont poser leur choix. Et en tant que parent, dit, tu vois, genre un bonbon, pas trop de bonbons. En tant que parent, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir les éveiller à ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux quand ils mangent ça ou ça, à prendre le temps de manger, de goûter les aliments. Alors très souvent, quand c'est des enfants jusqu'à 10 ans, ils s'en fichent un petit peu. Généralement, ils courent partout, ils sautent partout. C'est quand même rare, ça existe, mais c'est rare, des enfants qui sont déjà à ce moment-là très, dans de la compulsion alimentaire. C'est pas tant ce que toi, en tant que maman, tu vas dire à ton enfant au sujet de l'alimentation qui va faire que il va après dans l'alimentation contrôle ou pansement. C'est pas ça. Ce qui va faire que, alors je parlais des femmes puisque c'est les personnes auxquelles je m'adresse, ce qui va faire qu'une femme va être là-dedans, c'est plutôt la façon dont elle se sera créée, construite en tant que petite fille, adolescente, le regard que son père va poser sur elle, l'attachement avec la maman. C'est très très complexe. Mais ça n'a rien à voir avec tu peux manger un bonbon ou tu ne peux pas en manger. Toute mon enfance, je me suis bourrée de bonbons, de sucre. Je gardais tout mon argent de poche pour aller acheter mes bonbons en une fois et avoir à la réglisse et avoir des caramels et des trucs comme ça plein les dents. Alors que chez mes parents, on avait une alimentation qui était tout à fait classique. Il n'y avait pas... C'était pas tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais c'est sûr qu'on n'avait pas des sodas à tous les repas. On buvait de l'eau. Mes parents, ma mère cuisinait bien. Même si c'était pas toujours funky, mais parce qu'elle bossait. Quoi, on force à goûter les légumes ou pas? On ne force jamais. Okay. On invite. On invite à goûter les légumes et à avoir le droit de recracher. Alors, je pense suis pas fan du recrachage. Je pense que c'est important d'éveiller les enfants, d'éduquer les enfants à une alimentation la plus large possible parce qu'après, c'est un petit peu plus compliqué d'aller vers des aliments qu'on n'a jamais mangés, qu'on n'a jamais testés. Maintenant, je n'ai pas d'enfant. Donc, on pourrait dire « Ouh, elle ne sait pas de quoi elle parle ». Et c'est vrai, en même temps, je crois que j'aurais envers des enfants la même attitude bienveillante que j'ai envers les personnes que j'accompagne. C'est-à-dire, on teste et on sent ce que ça fait. Après, si un enfant n'aime pas, je ne sais pas moi, du brocoli, ben on peut lui proposer sous plein de formes différentes qui fait que, ouais, ok, il va tester autre chose. Généralement, on dit qu'après 6 ou 7 fois de test d'un aliment, ça passe. Mais ça peut être dans des boulettes de viande, ça peut être dans des falafels, ça peut être dans un gratin, dans une purée, dans une crème, dans une soupe. J'y vais, je continue. Bon, en gros, il ne faut pas lâcher. Autre question, donc dans ce cas, pour des parents peut-être d'enfants beaucoup plus grands, plutôt ados, une jeune fille qui se trouve trop comme ci, comme ça, par rapport à des images d'Épinal, de super mannequins très successful. Une jeune fille de 17 ans qui veut se mettre à maigrir. Qu'est-ce que complexe. Ouais, ça, c'est très complexe. Moi, j'irais quand même voir du côté de la confiance en soi, du côté de la
comment est-ce que je veux dire, oui, de l'estime de soi, de comment elle se sent en tant que femme. Pour moi, c'est plus important que de travailler sur l'alimentation. La plupart du temps, quand des mères viennent vers moi en me disant « ma fille, ceci, je voudrais de l'aide », très souvent, je dis « ok, je vous envoie vers quelqu'un qui va pouvoir accompagner votre fille là où elle se trouve et sentir un peu ce qui se passe en elle ». Et très souvent, et je ne vais certainement pas me faire des amis, mais très souvent quand même, une alimentation compliquée vient d'une relation à la mère qui souvent est un petit peu touchy, quoi. Donc compliqué. Donc j'irais plutôt voir de ce côté-là, ouais. D'accord. Donc juste quand même quelques grands principes alimentaires. On a eu Anthony Fardet en grande interview sur notre chaîne YouTube il y a quelques mois qui parlait donc d'une approche avec sa règle des 3 V pour la nutrition humaine, végétale, vraie et variée. Toi, tu es plutôt d'accord avec cette règle? Oui, même si je ne suis pas totalement végétale. Donc c'est vrai que Alors, je pense que l'alimentation de chacune doit convenir aux besoins de chacune et chacun, évidemment. Mais je ne pousse pas dans une direction ou dans l'autre en termes de choix d'aliments, si ce n'est qu'ils doivent en effet être bruts, idéalement, ou en tout cas le plus souvent propres. Bien sûr, alors tu m'as dit varié, c'est évident. Les rotations, c'est vraiment ce qui va permettre aux cellules aussi intestinales de se régénérer, de ne pas être trop sollicitées. Voilà, c'est ça. Et les produits bruts vont aussi permettre de garder une muqueuse intestinale la plus saine possible, même s'il y a d'autres sources évidemment de... Pourquoi est-ce que la majorité des médecins et des diététiciens ne connaissent absolument pas cette approche psychonutritionnelle? Pourquoi est-ce que la majorité, je ne dis pas tous, mais quand même très nombreuses fois, on ressort d'une consultation diététique avec un polycopié, régime à 1500 calories, voilà, prends ça et reviens me voir dans une semaine. Pourquoi est-ce que c'est encore si difficile en 2021? Je pense que beaucoup de personnes, beaucoup de médecins, de diététiciens, nutritionnistes, etc. ne prennent pas conscience du rôle des émotions et du rôle de l'alimentation émotionnelle dans la vie des êtres humains et des femmes en particulier. Je pense que c'est surtout une méconnaissance et puis aussi une impuissance. Parce que dire à quelqu'un qui voudrait perdre du poids, mais tu sais, il va falloir qu'on aille voir du côté de ton enfance ou du côté de tes comportements, il va falloir faire ça et ça en plus, c'est compliqué. Et je pense aussi que nous sommes dans une société qui préconise la rapidité. Et quand on veut perdre du poids, généralement, ce n'est pas pour dans 5 ans. Et le chemin à faire entre comprendre pourquoi il y a du poids éventuellement en trop, pourquoi l'alimentation est inadéquate, et le résultat, c'est quand même quelque chose qui peut prendre du temps. Mais pour moi, qui aujourd'hui, j'ai galéré avec mon assiette pendant plus de 20 ans, aujourd'hui je suis complètement super cool avec en paix et vraiment libérée de tout ça. C'est magique et pour rien au monde, je ne voudrais revenir en arrière, c'est sûr. Ok, donc finalement, c'est un cadre assez facile finalement à respecter. Et ensuite, voilà, une pleine conscience et une alimentation autour de son plaisir, mais sans culpabilité. Ah, ça fait tout de suite beaucoup moins simple. Mais c'est un peu en fait, c'est tellement pas simple. C'est sûr. J'ai vraiment voulu résumer ça avec ces 3 colimaçons, ces fameux 3 colimaçons. Il y a ce qu'on met dans son corps, donc tout ce que l'on ingère, mais il y a aussi comment fonctionne le corps. Parce qu'on est toutes avec des spécificités et il faut faire attention à son insuline, au fonctionnement du pancréas, les hormones, aux intestins, les neuromédiateurs, les hormones, le sommeil, le stress. Le stress et le sommeil, je pense que déjà, si on travaillait sur ces 2 points-là, il y aurait énormément de problèmes en moins. Donc, le corps et l'assiette, les émotions, donc comment je suis aujourd'hui dans mon système familial intérieur et l'influence de mon scénario de base sur moi aujourd'hui. Et puis, la 3e partie, ou en tout cas la 3e approche, c'est vraiment travailler sur ses croyances, ses conditionnements, ses comportements alimentaires archaïques ou même anciens. Et puis, toute cette reprogrammation neuronale, cette alimentation consciente, c'est global. Il n'y a rien à faire. Je ne pense pas qu'on puisse sortir d'une alimentation inadéquate ou d'un surpoids uniquement avec une restriction calorique. Je n'y crois pas. Ok. On peut écouter ses envies, mais en ayant une alimentation équilibrée.
Tu me poses une colle. Ah, zut, c'était la conclusion. Je voulais genre oui, non, allez, salut, merci. Alors, écouter ses envies et avoir une alimentation équilibrée, c'est possible? Oui. Ok. Oui, ça c'est possible. Et avoir un corps en pleine forme, en bonne santé, tout en écoutant ses envies, c'est possible? Oui, et en même temps, jusqu'où vont les envies et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et on ne peut pas juste résumer à une phrase. Je sens que c'est ce que tu voudrais. Mais, non, moi justement, on est là on est là sur longtemps, pour dîner là, si tu veux. Donc oui, il y a... Voilà, il y a des petites précisions, des petits trucs à amener, mais oui, bien sûr, je me sens en bonne santé, globalement. En santé, en forme. Oui, je me sens bien. J'ai une alimentation qui est saine, ou en tout cas pour moi, et c'est important, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, les produits bruts, etc. Et bien sûr, je me fais plaisir, ça c'est évident. Merci beaucoup Geneviève Mahin d'être venue converser avec moi. C'était vraiment très enrichissant. On a eu beaucoup d'émotions à un moment donné, donc j'espère que vous l'avez ressenti et que vous aussi, vous avez été intéressés par les propos de Geneviève. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez acheter son livre, Mon assiette et moi. On mettra le lien dans la barre d'infos. Et puis, on peut aussi vous retrouver sur votre blog genevièvemahin.be parce que vous êtes de Belgique. Yes. Si vous voulez apprendre à manger aussi simplement dans un cadre rassurant et à l'écoute de vos envies, vous pouvez aussi télécharger notre programme rééquilibrage alimentaire, le gros best-seller sur notre e-shop. Pareil, en lien en description sous la vidéo. Merci beaucoup Geneviève, à bientôt. Merci Lucille. Salut.